Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Ridolfi, directeur Cloud Channel 16, SAP Concur pour la France et le Benelux. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer l'une des conférences des automnales 2021 qui va nous amener à discuter du voyage d'affaires dans un contexte incertain, comme par exemple la fermeture et l'ouverture des frontières, les quarantaines obligatoires, vous connaissez ça, les tests PCR, le pass sanitaire pour voyager et d'autres régulations locales et régionales. La crise du Covid a bouleversé évidemment le voyage professionnel, aussi bien au niveau national qu'international. Et si le numérique permet de mettre en place des alternatives, les déplacements en présentiel, IRL, restent tout de même essentiels et inévitables dans la plupart des métiers. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir 5 invités, nos speakers, Saskia, Cécile, Stéphanie, Eric et Stéphane. Et eh bien, je vous invite à nous dire un mot et vous présenter, à commencer par Saskia. Bonjour Saskia. Bonjour Guillaume. Donc voilà, Saskia Chevalier, je suis Global Travel Manager chez SBM Offshore. J'ai la chance d'être dans cette belle société depuis bientôt 20 ans et je suis ravie de partager cette conférence avec vous tous aujourd'hui. Merci Saskia. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Caplin, responsable sûreté chez International SOS en France. Et nous, chez International SOS, donc on est une société d'assistance médicale et sûreté. Nous, on a été un acteur important de la crise dans la mesure où, depuis le jour 1, on a été impliqué avec une clinique à Wuhan, avec des rapatriements. On a accompagné nos clients à voyager au plus dur de la crise. Et puis, évidemment, là, on les accompagne avec la reprise des voyages. Merci Cécile. Bonjour Stéphanie. Bonjour Guillaume, je suis Stéphanie Zetlaoui, je suis consultante avant-vente spécialiste travel chez SAP Concur. J'ai la chance d'avoir rejoint cette entreprise depuis bientôt 2 ans, après plusieurs années passées dans l'industrie du voyage d'affaires, en TMC également, où j'ai occupé différents postes, mais également en cabinet de conseil spécialisé dans ce domaine. Stéphanie, notre représentante SAP Concur. Bonjour Eric, vous êtes avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation et pour ce temps partagé. Donc Eric Ritter, je suis le président de Voyage Expert, une entreprise de voyage d'affaires au service de ses clients et en plein au centre de cette crise de ces années passées. Merci Eric. Et enfin, nous avons Stéphane avec nous. Oui, bonjour Guillaume, Stéphane Valajas, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui également. Je suis le responsable achat monde pour le groupe Pitney Bowes. Et puis j'ai eu également la casquette de président de GBTA France et maintenant que je ne le suis plus, je suis le représentant de GBTA France au board de GBTA Europe. GBTA étant la première association mondiale du voyage d'affaires. Merci à tous les 5 d'être présents et je vous propose de commencer immédiatement par une première question. Alors, comme je le disais, le télétravail a consacré les outils de travail à distance, de vidéoconférence et de communication. D'après vous, est-ce que cela peut être, à ce stade, la fin du déplacement professionnel à l'international? Cécile, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Guillaume. Donc, évidemment, enfin pour nous, la réponse est non. Il y a toujours eu en fait des voyages, même au plus fort de la crise. On a accompagné nos clients. En fait, ce qu'il est important de définir, c'est vraiment la notion de voyage essentiel. C'est-à-dire que même le télétravail ne peut pas remplacer certaines choses. C'est-à-dire quand vous avez besoin de réparer quelque chose sur votre chaîne de production, quand vous avez besoin de signer un contrat, vous avez besoin de vous déplacer. Donc, il y a des choses que le télétravail ne peut pas remplacer. Évidemment, on va le voir, on va apprendre à voyager de manière différente, mais il y aura toujours des voyages qui, eux, resteront essentiels. Eric, qu'en pensez-vous? C'est un petit peu caricatural et c'est de la provocation, la fin du voyage d'affaires, Guillaume. Au cours de ces 2 années assez terribles, on a appris à travailler différemment et c'est tant mieux. Et certainement qu'une partie des déplacements professionnels va pouvoir être supprimée pour des raisons de coût, pour des raisons de confort voyageur et des raisons de RSE, et c'est une bonne chose. Mais au sort de cette crise, on se rend compte que le besoin de contact, le besoin de relations, de se revoir est très très fort. Jamais nous n'avons eu autant de demandes en événementiel. Le président de LH déclarait récemment qu'ils allaient revenir à 90% de leur capacité plus vite que prévu, puisque la demande est très très forte. Donc non, on va voyager différemment, mais on va voyager.
Saskia, j'aimerais vous donner la parole. Est-ce que vous retrouvez au sein de SBM Offshore cette volonté de renouer de réels contacts humains? Oui, bien sûr, évidemment, puisque là maintenant, nous avons, nous, au sein d'SBM, des représentations dans différents points du globe et nous avons été dans l'impossibilité de nous rejoindre sur des projets parfois très importants. Donc, évidemment, malgré toujours cette période de travel restriction, on peut dire et on observe vraiment une réelle reprise du voyage. Donc, je pense que le contact humain est vraiment nécessaire et va être tout à fait mise en avant dans les prochains mois. Personnellement, par exemple, j'ai pu participer à la conférence de l'IFCM à Paris et c'est vrai que ce contact humain était vraiment primordial. On était vraiment tous très heureux de se retrouver et rencontrer par exemple 9 fournisseurs en 2 jours, qui peut faire mieux? Au niveau efficiency, je trouve que c'était vraiment le bon compromis et rien que cet exemple à mon petit niveau prouve que le contact humain est nécessaire. Et il est, je pense, assez revendiqué au sein des voyageurs. Mais effectivement, plus peut-être dans le qualitatif, ça c'est un autre sujet que nous aborderons un peu plus tard. Eric le disait, Saskia également, Oui. peut-être une tendance à voyager moins mais mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Stéphane? Stéphane, je ne vous entends pas, vous êtes sur mute. Je vous prie de m'excuser, mauvaise habitude. Aucun problème. Oui, effectivement, on va voyager moins, plus qu'avant, parce que là, de toute façon, c'est pas difficile. On n'a pas voyagé du tout là pendant pratiquement 18 mois, mais on va voyager, on va se remettre à voyager, mais on voyagera sûrement moins. On ne retournera pas au niveau de 2019 comme on l'envisageait. On le voit bien actuellement. De toute façon, les prévisions sont revues à la baisse, hein. On espérait plus de 2021. On vit une période un peu compliquée actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Au moment où on se parle, on voit que les déplacements, les voyages, c'est principalement les voyages domestiques, les voyages locaux et pas l'international. Et pourtant, on voit bien que ce qui va être impacté le plus dans le futur, quand on va revenir à une normale, ça va justement être ces voyages locaux et domestiques. C'est finalement ces voyages courts sur 1 ou 2 journées qui vont être impactés. Cependant, effectivement, pour en revenir à notre question, le télétravail ne permet pas tout et on sait bien que si on doit signer un contrat, les contrats ne se signent pas à distance. Il va falloir se déplacer. Notamment quand on parle de l'Europe, c'est effectivement le voyage à l'international est vital pour les entreprises européennes, ce qui n'est pas forcément le même si on compare avec les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis sortent assez peu de leur territoire et d'où une reprise du voyage au niveau domestique. L'international les impacte moins au niveau business. Mais pour nous, l'Europe, c'est certain, c'est vital. Merci Stéphane. Alors, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. On évolue en ce moment même dans un contexte qui bouge encore beaucoup, hein, en permanence, et donc par définition qui reste pour nous incertain sans avoir vraiment de la visibilité sur ce qui va se passer à moyen long terme. Comment, selon vous, repenser le voyage professionnel? Ça, c'est une question, je pense, qui doit être à votre agenda très court terme pour pouvoir bien adresser les challenges du moment. Saskia, qu'est-ce que vous mettez en place chez SBM Offshore? Je pense qu'il y a une manière un petit peu quand même de repenser le voyage. On disait dans un premier temps au niveau, est-ce qu'il est vraiment essentiel? Il a besoin d'être repensé un petit peu à ce niveau-là. Et puis également en termes de RSE, on a aussi cette volonté un peu peut-être de s'améliorer. Et effectivement, est-ce que on n'avait pas un peu des abus sur des voyages qui n'étaient pas forcément nécessaires et où finalement l'efficacité aurait pu être ailleurs, autrement. Donc finalement, c'est ce voyage essentiel et cette qualité du business trip qui doit être maintenant un petit peu réassessée, je pense. Cécile, vous observez les mêmes tendances? Alors oui, nous, ce qu'on observe et qui est vraiment très important, en fait, la crise de Covid l'a encore démontré, l'importance d'avoir des procédures solides, à ce titre de savoir quelle va être la politique sûreté du voyageur, comment on va gérer un incident, puisqu'on l'a bien vu pendant la crise Covid, on a été en gestion permanente de crise, voilà. Et ça veut aussi dire gérer le stress du collaborateur, qui aujourd'hui, on le voit très bien, se débat sous un monceau d'informations toutes contradictoires ou toutes très compliquées. Donc du coup, c'est vraiment avoir des procédures, avoir des accès à des informations fiables. Et puis, ça revient de facto, comme le disait, comme on l'a tous dit, mais comme le disait Saskia juste avant, à se poser la question, est-ce que ce voyage est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il est vraiment indispensable? Ai-je vraiment besoin de me déplacer? Voilà.
La stratégie, en tous les cas, le collaborateur au centre de la stratégie, c'est un sujet sur lequel on va revenir un peu plus tard. Stéphanie, que peux-tu nous dire sur les tendances que tu observes ces derniers mois? Nous, vraiment, ce qu'on a observé chez SAP Concur, c'est qu'en termes de sûreté et sécurité, on avait une question très importante auquel on apporte des solutions, c'est comment protéger les voyageurs, les collaborateurs lors de leur déplacement, que ce soit avant ou pendant ce déplacement. Comment il va être en mesure de mesurer les risques qui sont encourus sur les destinations, comment l'accompagner pendant son voyage. Et puis également, on a observé quelque chose d'assez important, c'est que les voyages ont évolué vers plus de sustainability. Il y a un changement d'état d'esprit, vraiment un voyage plus intelligent et bien sûr, comme viennent de le dire Cécile et Saskia, voilà, grouper ses réunions, grouper ses déplacements et les rendre beaucoup plus efficients. Merci Stéphanie. Alors tout cela nous mène assez naturellement sur la question de l'accompagnement du voyageur, on en a parlé, mais aussi des sociétés qui doivent aider leurs salariés à voyager en sécurité. Alors Cécile, chez International SOS, c'est un sujet, vous l'évoquiez, qui est assez central et que vous adressez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Mais oui, comme le disait Stéphanie à l'instant, en fait, il est indispensable d'accompagner, de préparer son voyage en amont. Alors ça l'a toujours été parce qu'il y avait toujours tout un tas de risques sécuritaires, mais également médicaux. Là, le Covid l'a vraiment mis en lumière. Donc préparer le voyage en amont. Alors ça peut être avec de l'information, ça peut être avec des formations, mais des e-learning très rapides. Enfin, je sais que nous, on a mis très vite à jour notre offre pour en fait proposer notamment qu'est-ce que sont les mesures barrières, enfin voilà, tout un tas d'informations disponibles ou de petites formations pour les voyageurs. Puis évidemment, lors du voyage, si quelque chose se passe, que faire? Là, on a eu, nous, des cas de voyageurs qui se déplacent et qui finalement contractent le Covid sur place. Donc, quand vous avez contracté le Covid sur place, même si vous n'êtes pas gravement malade, vous êtes obligé de rester en quarantaine dans une chambre d'hôtel. Ça peut, dans un pays étranger, ça a un impact sur le mental de la personne, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Comment on l'accompagne? Donc, nous, c'est passé par du soutien émotionnel, c'est passé par un médecin qui appelait régulièrement. Voilà, donc il y a aussi tout cet accompagnement. Donc, aujourd'hui, et encore plus, je pense que la Covid nous a fait prendre conscience que préparation, gestion du voyage et puis le retour, puisqu'en effet, en cas de problème sur place, on peut avoir des impacts. On ramène avec nous, j'ai envie de dire, aussi que ce soit une maladie ou entre guillemets un stress, avoir besoin d'un suivi après. La crise sanitaire a accéléré un certain nombre de sujets qui n'étaient pas forcément adressés de manière prioritaire dans les process. Saskia, l'accompagnement de bout en bout, en fait, vraiment. Ouais, c'est ça. Saskia, je voulais vous donner la parole. Je sais que vous aviez mis des choses en place déjà en amont, avant cette crise. Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que vous avez changé vos process? Disons que côté SBM, je trouve qu'on était déjà pas mal avancé, notamment parce qu'on est accompagné par ISOS, pour ne pas les citer, mais c'est vrai qu'on avait déjà pas mal de process en cours. Maintenant, il y a peut-être un défaut à tout ça, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une surcharge d'informations qui peut parfois perdre un peu le voyageur et créer un stress. Et effectivement, il faut peut-être essayer de le simplifier tout ça ou de le synthétiser. Mais en tout cas, pour côté SBM, je pense qu'on avait déjà pas mal d'avancements faits de ce côté-là. Donc ça n'a pas été une surprise, on n'a pas été pris de court, c'est ça que je veux dire, mais ça continue d'être très très présent et peut-être vers une simplification souhaitée pour éviter cette surcharge. Voilà, c'est ce que je pense moi côté business et voyageurs. Ouais, je pense que c'est un sujet assez nécessaire à adresser très rapidement, la simplification, parce que les processus peuvent être un peu complexes. Eric, vous avez une vue un peu exhaustive en fonction d'un certain nombre de clients et de situations de ce qui se passe aujourd'hui autour de ces processus d'accompagnement. Est-ce que vous voulez compléter? Oui, il faut quand même distinguer le pendant de la crise qui a été très très sévère et très difficile à gérer, parce qu'il y a toujours eu des voyages essentiels. Exploiter une plateforme pétrolière, ça ne s'arrête pas, ça ne se fait pas à distance. Donc là, il y a un très très gros travail d'accompagnement, il fallait répondre présent. Aujourd'hui, on voit que les voyages d'affaires reprennent et que les procédures
commence à s'alléger. Nos principaux clients ont toujours eu des process sécurité très forts, et ça, c'était vraiment essentiel. Mais on constate quand même qu'il y a eu un vrai alourdissement. Partir en long courrier nécessite un accord du COMEX, nécessite des accords supplémentaires qu'il a fallu mettre en place dans les politiques de voyage et les politiques d'approbation. On a également vu nos clients n'être moins focalisés sur le prix d'un voyage d'affaires, mais plus sur la sécurité, en préférant des hôtels de chaîne avec des protocoles Covid plus élaborés, des compagnies aériennes et des vols directs ou des opérations de ce genre. Donc c'est une très bonne chose d'avoir remis la sécurité du voyageur et le confort du voyageur au centre du déplacement professionnel. Je pense qu'un des points importants, effectivement, Eric, c'était de parler des vols directs qui ont eu leur grande place aussi, puisque maintenant, on essaye absolument d'éviter les transits avec toutes les complications. Avant, c'était pour les visas, et après, c'est devenu plus pour les quarantaines et d'autres sujets auxquels on n'avait pas finalement pensé, mais qui deviennent vraiment primordiaux. Et vraiment, de favoriser les vols directs, je pense pour moi, est un point important pour la sécurité. C'est très simple, très basique, mais très efficace. Ouais, exactement. Ouais, c'est très intéressant. Ce qui est également très intéressant, c'est que le comportement du collaborateur, en tous les cas l'accompagnement du collaborateur, reste au cœur de vos préoccupations, hein, à toutes les étapes de son voyage. Alors chez SAP Concur, on a mené l'enquête et on a découvert qu'il ressort 4 grandes typologies de comportements et de voyageurs pendant la crise, ceux qui n'ont jamais arrêté de voyager. Pas peur du Covid, ou parce qu'ils en avaient besoin, ou parce que ça faisait partie intégrante de leur activité. Ceux qui ont tout stoppé, hein, qui n'ont plus du tout voyagé et qui ne souhaitent plus aujourd'hui voyager. Et ça inclut aussi un pan de la population qui est anti-vaccin, par exemple, et donc qui n'ont pas par définition de passe sanitaire. Ceux qui doivent voyager mais qui n'en ont pas envie. Pour des raisons personnelles ou professionnelles, et ceux qui sont un peu en train d'attente pour voir si ils doivent vraiment voyager ou s'ils peuvent continuer à travailler autrement comme pendant le confinement. Cécile, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez des conseils à partager sur une stratégie particulière autour de ces grandes typologies de comportement ? Alors, pas de conseil particulier. J'avoue qu'en soi, nous, le profil qu'on a eu le plus, c'est celui qui n'a jamais arrêté de travailler, hein, de voyager, j'ai envie de dire, plutôt que de travailler, mauvais lapsus. Puisqu'en effet, c'est celui qui nous a appelés tout au long de la crise, au moment où il y avait plus de voyage. Là, ce qu'on revoit, c'est ceux qui reprennent le voyage. Alors, il y en a qui sont très contents de reprendre le voyage parce que c'est la reprise de la vie, d'une certaine forme. Et puis, il y en a qui sont angoissés, tout simplement, parce que la crise Covid n'est pas terminée, parce qu'on s'interroge dans certains pays d'une 4e ou d'une 5e vague. Donc, du coup, toute cette anxiété, elle est là aussi à gérer. Et je souscris tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, Saskia, sur le fait qu'en effet, aujourd'hui, moi, je parle d'information, il faut avoir de l'information, mais c'est très difficile de s'y retrouver dans cette information. Et des fois, on est vraiment noyé. Quand on préparait, je vous expliquais que je m'étais déplacée à Londres. Se déplacer à Londres, c'est un déplacement quand même relativement facile pour tout le monde. Et ben, en fait, entre les PLF, donc le Passenger Locator Form ou des choses comme ça, c'est sujet à caution. Donc, du coup, nous, par exemple, chez International SOS, ce qu'on a observé, c'est qu'on a eu 5 fois plus d'appels de voyageurs qui, en fait, du coup, sont aussi beaucoup plus concernés sur l'organisation de leur voyage. Et puis, on a eu surtout 10 fois plus d'appels de managers. Alors, ce qu'on appelle un manager, c'est de personnes qui sont chargées d'organiser les déplacements. C'est pas forcément un manager sûreté, mais ça peut tout simplement être une assistante qui va aussi organiser le voyage. Donc en effet, toutes ces contraintes aujourd'hui font que le voyage, on estime que est beaucoup plus compliqué à organiser. Merci Cécile. Alors, on parle beaucoup de la crise sanitaire. Il me semble important en tout cas de souligner que aujourd'hui, les défis autour du voyage d'affaires sont multiples, hein, et pas uniquement autour du Covid. Ils sont historiquement sécuritaires, avec les risques terroristes qu'on a vécu même récemment. Ils sont évidemment sanitaires en ce moment avec la crise du Covid, mais ils sont également climatiques. Et pas seulement dans des sites destinations lointaines, mais aussi lors de déplacements courts et parfois même domestiques. Selon une enquête SAP Concur qu'on a menée en juin 2021 sur les tendances et attentes des travel managers français,
tous les travel managers qui ont répondu à cette enquête s'attendent à des changements dans les directives ou dans les politiques de déplacement au cours des 12 prochains mois. D'après vous, et sur la base de ces éléments, quelles sont les données à prendre en compte pour optimiser les déplacements de ses collaborateurs et également travailler sur la dimension budgétaire? Saskia, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Oui, disons que voilà, côté SBM, il y a quelque chose qui a été très clairement défini, c'était de mieux canaliser la dépense CO2. Et je pense qu'en fait, ça a été des sujets qui ont été, comment dirais-je, qui ont démarré en amont, se trouvent en parallèle en ce moment, mais qui ont un lien finalement, puisque si on se déplace moins, on aura moins d'émissions de CO2. Il faut savoir quand même que chez SBM, on est quand même assez attentif à ça, puisqu'il y a carrément une publication dans notre annual report sur ces chiffres-là. On est assez challengé et c'est tout à fait normal. Il est nécessaire que tout le monde joue le jeu. Donc voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, aura un impact sur le budget, de toute façon. Donc l'un dans l'autre, ben voilà, c'est peut-être par cette manière-là qu'on va y arriver. Ouais, le RSE, les sujets RSE sont Vache. sortis de cette crise comme étant un des sujets prioritaires à adresser. Ça l'était déjà dans le passé, mais c'est devenu, il y a une pression autour de ce sujet-là qui est devenue très, très centrale. Eric, vous en pensez quoi? C'est exactement ça. Le RSE, au sortir de cette crise, est devenu central. Aujourd'hui, un client va nous demander à la fois d'optimiser ses coûts, c'est normal, mais également d'optimiser son RSE, son budget CO2. Donc on a cette demande, je dirais qu'il y a 1 ou 2 ans, il suffisait de donner un report de kilométrage et de CO2 aux normes ADEME, et puis entre guillemets, voilà, c'était fait, puis on n'en parlait plus. Aujourd'hui, il y a une vraie logique d'optimisation. Donc on commence à avoir des clients qui nous sollicitent sur des politiques voyage, non pas basées sur le best buy, mais sur la consommation CO2. On nous demande de mettre des pop-up pour refuser les allers-retours jour et inciter, renvoyer sur les sites de vidéoconférence des clients. Donc ça aussi, on va le programmer chez nos clients. Et aujourd'hui également, on crée des budgets CO2 par département ou par voyageur. Voilà. Un voyageur, il va avoir un budget CO2 qui va lui être attribué dans le cadre de ses déplacements professionnels. Donc il a fallu qu'on crée des outils spécifiques de reporting et de suivi pour certains grands comptes. Donc le RSE, et c'est une très bonne chose, devient réellement central dans la demande de nos clients, à nous, agences de voyage d'affaires. J'aimerais aussi donner la parole à Stéphane sur le sujet. Stéphane, est-ce que vous avez vous constatez des tendances de fond qui se dégagent? Alors, RSE, je ne peux être que d'accord, et d'autant plus que quand on dit RSE, c'est responsabilité sociétale et environnementale. Donc là, on a parlé effectivement de l'aspect environnemental avec les bilans carbone, mais sociétal, c'est aussi la responsabilité de l'entreprise et le duty of care qui, avec cette crise sanitaire, a aussi refait est revenu au premier plan. Comme l'ont dit Saskia ou Eric, effectivement, on va voyager moins, on va voyager mieux, et il va falloir de plus en plus justifier ces déplacements. Ça, et on a une nouvelle notion qui est apparue, qu'on connaissait avant, qui était notamment bien connue de nos amis du MICE, de l'événementiel, c'est le ROI. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus parler au sein des acheteurs, de la communauté d'acheteurs, du voyage, du ROI, du voyage d'affaires. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui effectivement difficile à appréhender, à calculer. Et en plus, je ne pense pas qu'on puisse faire de règles générales parce que ça va également dépendre du secteur d'activité. Quand on est effectivement, comme chez Saskia, une société qui fait du offshore, comme vous le disiez, on ne peut pas ne plus envoyer ses collaborateurs et on ne va pas forcément faire le calcul du ROI parce que de toute façon, la personne, faut qu'elle aille travailler. La même chose chez les consultants où aujourd'hui, les sociétés de consulting, les consultants doivent se déplacer chez les clients. Donc ces notions on peut pas généraliser. Mais effectivement, il y a de gros changements à venir. Merci Stéphane. Stéphanie, est-ce que tu souhaites compléter? Oui, complètement. En fait, chez SAP Concur, on a plusieurs solutions que nous proposons à nos clients, que ce soit aussi bien de la partie travel que la partie expense. Par exemple, on peut tout à fait saisir dans les notes de frais, donc partie expense, des compensations carbone. On peut les passer en note de frais et cela fonctionne parfaitement bien. Pour la partie travel,
Ce qu'on a mis en place, c'est adressé, que ce soit sous format pop-up, pour influencer les comportements et faire en sorte que les voyageurs fassent les bons choix et ne voyagent pas en aller-retour journée simple, mais groupent leurs déplacements, par exemple. Ce qu'on observe aussi, et je rejoins complètement Eric sur le sujet, c'est qu'on nous demande énormément d'informations sur le CO2 qui va être dépensé pour un déplacement en train, en avion, voire même en termes de location de véhicules. Cependant, si on se focus un peu sur l'aérien, les compagnies aériennes, elles vont se réserver le droit de communiquer exactement ce qu'elles souhaitent en fonction du type d'appareil qui sera utilisé pour se rendre à destination. C'est quelque chose d'assez important. Et enfin, pour finir, ce qu'on propose également, c'est le positionnement des reçus électroniques, de telle sorte à ce qu'il y ait une dématérialisation totale de la facture, lorsque les voyageurs se déplacent et réservent des nuitées d'hôtel. On est prêt. Oui, exactement. C'est ça que tu dis. Tout à fait. Alors du coup, Stéphane, je vais forcer le trait un peu volontairement, mais il y a une forme de dichotomie. Et entre la volonté ou l'obligation de diminuer l'empreinte carbone et la reprise du voyage d'affaires. Est-ce qu'on peut lier les deux d'une manière ou d'une autre? À votre avis? Il n'y a pas de réponse toute faite. Oui, on peut et on doit peut-être. Déjà, la première chose à faire, il va falloir qu'il y ait et on l'a vu lors de la masterclass, on en a parlé, c'est revoir les politiques voyage, revoir les PVE. On a noté que beaucoup d'entreprises n'avaient pas forcément revu leur PVE. Effectivement, intégrer cet aspect d'empreinte carbone dans les PVE. Maintenant, c'est facile à dire, pas forcément facile à mettre en place, et c'est bien la grande question des acheteurs et des travel managers, c'est de savoir comment mettre ça en place, et surtout, quels outils mettre en place pour monitorer, pour pouvoir suivre ces empreintes carbone. Parce qu'effectivement, l'empreinte carbone, on en parle partout, on en parle dans l'aérien, on en parle dans l'hôtelier, mais derrière, comment ça se traduit, comment est-ce qu'on produit du rapport? Parce qu'en fait, quelque part, c'est à la fin de l'année, on doit se produire des rapports pour donner l'empreinte carbone de sa société. Et puis, il y a un deuxième aspect qui intervient ici, c'est effectivement la reprise du voyage d'affaires. La pandémie a eu cet effet, je ne sais pas si c'est bénéfique, mais enfin, moi, ça l'a été pour les sociétés, pour certaines en tout cas, de réduire les dépenses voyage. Donc, on a des budgets voyage qui n'ont pas été dépensés durant cette période. Donc, c'est la préoccupation aujourd'hui de pas mal de services financiers dans les grands groupes notamment, parce qu'effectivement, ces budgets ont été alloués, n'ont pas été dépensés, tout du moins n'ont pas été dépensés sur le voyage, sur la partie voyage, et ont souvent il y a eu un report de ces budgets ou un décalage, et ont été utilisés à d'autres fins par les sociétés. Or, quand le voyage va reprendre, le problème, c'est qu'effectivement, si vous basez votre budget de l'année prochaine sur les dépenses effectives sur l'année 2020 ou l'année 2021, en l'occurrence pour les budgets 2022, eh ben, ça va être compliqué pour certaines sociétés. Très clair. Merci Stéphane. Je voudrais c'est peut-être un peu technique ou pas forcément, mais j'ai une question pour vous, Cécile, qui je pense est intéressante dans ce nouveau contexte. La crise du Covid, pour vous, est-ce qu'elle a modifié les obligations des entreprises concernant les déplacements professionnels, ou est-ce que rien n'a changé? Alors, en soi, elle ne les a pas modifiées, elle les a renforcées, ou du moins elle les a vraiment mises en lumière. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. On parlait de responsabilité environnementale mais sociétale. Stéphane le disait très bien. L'importance du devoir de protection a vraiment entre guillemets, est apparu comme quelque chose d'évident. Là, on a il y a quelques semaines là, une nouvelle norme ISO qui sur le travel management, le travel risk management, la norme ISO 31030, qui en fait constitue un cadre, une approche structurée en fait pour établir sa politique sûreté voyage. Voilà, donc on revient sur tout ce qui est duty of care, donc devoir de protection, qui est certes une obligation légale qui existait déjà. Il y a l'obligation morale, et moi je pense que la crise du Covid a mis encore plus en avant cette obligation morale, puisque on peut quand même le dire, les entreprises ont été très proches de leurs salariés, se sont vraiment mis, je veux dire, au service de leurs salariés, leur ont proposé des choses. Donc oui, elle l'a modifié, mais elle a plus modifié la prise de conscience que aujourd'hui les normes en soi.
Eric, vous faites le même constat? Vous êtes en mute, Eric. Pardon, je vous prie de m'excuser. Oui, la prise de conscience, une prise de conscience très forte. Et autant on avait certains clients qui avaient déjà une maturité très forte sur la gestion du risque, autant c'était un sujet un petit peu accessoire pour d'autres. Et donc, c'est quand même une très, très, très bonne chose. Et puis aussi, je dirais, une prise de conscience morale, de respect, entre guillemets, du voyageur. Enfin, c'est pas toujours drôle, le voyage d'affaires. Hein. Faut pas rigoler. Hein. Faites un long courrier par semaine et vous verrez. Et donc, la reconnaissance de l'engagement des collaborateurs et comment mieux les accompagner. Voilà. Maintenant, espérons qu'avec le temps, ça reste central. Après, il y a un autre petit sujet avec cette crise du Covid, c'est le très très fort essor de ce qu'on appelle le home office, qui va générer un autre type de déplacement professionnel et d'autres types de responsabilités pour l'entreprise. Et là, on a un grand flou juridique. Hein, quel est le statut juridique de tous ces collaborateurs en home office en cas d'accident du travail? C'est une très bonne remarque. Stéphanie, est-ce que tu as des éléments là-dessus? Justement, en fait, nous, ce qu'on a pu remarquer au travers des divers demandes de nos prospects et clients, c'est comment ils vont pouvoir assurer le devoir de protection de leurs collaborateurs alors qu'ils sont en télétravail, donc à leur domicile. Un exemple tout bête, quelle que soit la ville dans laquelle ils se trouvent, il peut y avoir un attentat, un événement X ou Y, qui fait que l'entreprise a besoin de les localiser et surtout d'apporter une assistance médicale si nécessaire, d'envoyer des messages pour les rassurer et pour prendre en compte leurs besoins et bien entendu agir, le cas échéant, vraiment. Alors ça existait déjà pour les gens qui étaient en télétravail permanent, mais ce que tu dis, c'est que la complexité adressée, c'est le mix télétravail présentiel. Et donc le localiser, le collaborateur dans ce cas-là? Exactement, donc de la même façon qu'on le localiserait quand il va prendre son avion pour faire son Paris-New York, eh bien, on va être en capacité de le localiser et d'apporter exactement, les mêmes services et le même accompagnement auquel il a le droit alors qu'il ne bouge pas de son domicile, mais qu'il exerce, tout simplement son boulot, depuis chez lui, son bureau, mais au sein même de son domicile, tout à fait. Ouais, très clair. J'ai cette fois une question pour Stéphane. Alors, on a vu le 16 septembre la reprise des événements présentiels, notamment avec les GPTM Masterclass à Paris. Et pendant cet événement, l'une des principales problématiques abordées était la reprise des voyages. Est-ce que vous pourriez nous faire part du ressenti des responsables voyages quant à cette reprise envisagée? Oui, tout à fait. Alors effectivement, cet événement en présentiel, c'était déjà un signal positif, et il y a eu un très fort taux de réponse. On a eu une très forte présence. Ce que disait, Saskia tout à l'heure, c'est vrai que les événements en présentiel, ça manque. Les gens ont besoin de se voir, de communiquer, d'échanger. Quant au ressenti des travel managers et des acheteurs voyage, ils sont optimistes. Enfin, de toute façon, GBT a lancé une série de sondages dès le début de la pandémie, en fait, dès avril 2020. Il y a eu des sondages qui ont été lancés. Je crois qu'on a fait, je ne veux pas dire de bêtises, parce que ça continue, mais on en a fait 21 ou 22. Et on a vu au fur et à mesure des sondages que la confiance revenait. Enfin, il y avait quand même, les gens gardaient espoir et que la confiance revenait. Et ça s'est accéléré effectivement sur le début d'année 2021. Je pense qu'effectivement, l'attitude positive a également été boostée par le pass sanitaire et qui lui permettait effectivement de se voir une réouverture au voyage d'affaires. On a vu effectivement qu'il y a un trafic, c'est ce qu'on disait lors de la masterclass, on a un trafic aérien qui était quand même en baisse, si on prend les données aéroports, qui concernent à la fois l'aviation d'affaires et l'aviation, on va dire civile, loisirs. Mais ce qu'on note, c'est surtout que pendant cette période, il y a eu une très forte augmentation, on n'en a pas trop parlé, c'est pas un peu passé sous les radars, de l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires pure, c'est-à-dire la location d'avions de taille beaucoup plus modeste pour pouvoir se déplacer, a subi une très forte hausse. Et puis ce dont on n'a pas forcément parlé, c'est que le taux de remplissage des avions à l'international, si on parle des voyages à l'international, lui est resté assez bas, mais par contre au niveau domestique, aujourd'hui, on est à, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, c'est 86% de taux de remplissage de nos avions en domestique.
Maintenant, faut rester effectivement prudent dans l'approche. On en est conscient. Selon le secteur d'activité, selon si l'entreprise est plus axée sur le domestique ou sur l'international, les répercussions ne sont pas les mêmes. Mais dans l'ensemble, dans les entreprises, les voyageurs, eux, sont prêts à voyager. Alors, vous parliez effectivement tout à l'heure, vous avez évoqué différents profils de voyageurs. Mais le ressenti global, quand même, c'est que les gens ont vraiment envie de voyager. Cependant, il y a quand même un bémol, c'est que même si les voyageurs, eux, sont prêts, parfois ce sont les entreprises. Les restrictions viennent des entreprises qui, elles, c'est ce qu'on a évoqué, ne sont pas prêtes à laisser partir leurs collaborateurs pour deux raisons. Déjà, bon, alors, pour les raisons budgétaires, parce que certaines, effectivement, ont souffert de la crise et n'ont plus forcément d'argent à allouer au voyage d'affaires, mais également tout ce qui concerne le duty of care, le risque qu'on peut faire courir aux voyageurs. Or, on l'a vu, la sécurité du voyageur est devenue prioritaire, ce qui s'est notamment traduit par un renforcement des systèmes d'approbation dans pas mal d'outils en ligne. Donc les signaux sont là, effectivement positifs, il y a une certaine fébrilité, et c'est là où moi je dis, enfin chez GBTA, on a noté les acheteurs, les travel managers comptent véritablement mettre vraiment en avant leurs agences de voyage pour tenir leurs voyageurs informés de l'évolution de la situation. Aujourd'hui, il faut que le déplacement qu'il y ait plus de frein au déplacement. Or, on sait qu'il y a des contraintes. Les contraintes sont à l'aller, mais elles peuvent être aussi au retour, parce que c'est simple. On l'a vu là maintenant avec l'ouverture des États-Unis. On a bien entendu aux nouvelles. Là, il y a des gens qui ne s'étaient pas vus depuis 20 mois, des Français qui étaient aux États-Unis, qui n'avaient pas pu venir depuis 20 mois, mais parce que tout simplement, ils auraient pu venir en France, mais ils n'étaient pas sûrs de pouvoir repartir aux États-Unis, ou inversement. Donc, c'est vrai que c'est là où il faut être clair sur faut avoir de la transparence et de l'information. Et donc, c'est effectivement ces TMC qui doivent délivrer des informations, mais que ces informations soient vraies. Il faut qu'elles soient, que le voyageur se sente confortable avec ces informations. Et puis, on voit également une évolution aussi comportementale du voyageur face aujourd'hui aux instabilités géopolitiques qu'on peut voir. Mais dans l'ensemble, on reste positif, le voyage reprend, ça bouge et les frontières s'ouvrent. Maintenant, on voit ce qui se passe actuellement. Hein, je suis pas là, j'ai pas de boule de cristal et on croise des doigts pour que la 5e vague dont on parle aujourd'hui ne nous impacte pas au niveau du voyage d'affaires. Merci Stéphane. On est très clairement en ce moment dans le sujet du contexte incertain. Hein. L'actualité du moment nous fait penser qu'on doit à chaque moment et à chaque événement réinventer les manières de fonctionner. Et justement, dans ce contexte incertain, et cette fois pour conclure, j'aimerais vous entendre chacun d'entre vous pour savoir ce que vous préconisez aux entreprises qui souhaitent continuer à organiser des déplacements professionnels à l'international, si vous avez des recommandations à leur faire. Par exemple, Cécile. Moi, ce que je conseillerais, c'est de s'ouvrir à toutes les formes de risques. Aujourd'hui, en fait, on a ce qu'on appelle la myopie du Covid. En fait, on est tous omnibulés, on est tous sur le Covid et on oublie tout ce qui se passe autour, alors qu'il se passe énormément de choses. On l'a vu, hein, l'actualité, les risques géopo n'ont pas diminué. On continue à avoir des événements majeurs. Là, on a ce qui se passe en Éthiopie, où il y a quand même une grande représentation. Nous, on a beaucoup de clients là-bas. Donc, il y a toujours des événements qui, en fait, sont toujours des risques majeurs et que le Covid est venu s'ajouter, en fait, à tout ça. Mais il y a surtout, et ce qu'il faut voir, c'est vraiment l'émergence de nouveaux risques. Alors, on en a aussi beaucoup parlé parce que le télétravail nous y a poussé. Là, c'est le risque cyber. Est-ce que finalement, c'est un risque qui est pas physique, mais qui du coup est à prendre en compte aussi pour les entreprises. On le sait très bien. Hein, si vous connectez votre ordinateur ou votre téléphone dans un aéroport à certains endroits, vaut peut-être mieux pas le faire parce que vous risquez justement d'attraper quelque chose et donc d'avoir des problèmes. On a ce risque-là, mais on a aussi et surtout, et là ça revient vraiment avec plutôt, j'ai envie de dire, les risques environnementaux, tout ce qui est catastrophe naturelle et climate change. Alors on y était habitué, vous saviez, quand vous vous déplaciez, je ne sais pas moi, dans la zone des Caraïbes, à un certain moment, il y avait la période des ouragans, pareil pour les typhons en Asie. En fait, certaines régions sont plus avancées que nous, mais nous, Europe, on est en train aussi de rentrer dans cette phase de risque. On le voit, hein, maintenant, les risques climatiques, que ce soit du glissement de terrain, que ce soit de l'inondation ou des choses comme ça, ont aussi un impact.
et auront forcément un impact aussi sur la mobilité des collaborateurs à l'étranger. Donc, mon conseil serait vraiment de rester très ouvert sur la notion de risque en général, de ne pas hésiter à faire appel à de la prospective pour vraiment s'interroger sur les risques de demain qui, en fait, arrivent de plus en plus vite maintenant. Merci Cécile. Oui, on voit que les risques climatiques sont maintenant dans le domestique, hein, dans les voyages domestiques et puis à l'international. Et puis les risques cyber, on a quelques exemples récents ces dernières années de sociétés qui ont été mises à mal parce qu'ils ont subi des attaques massives par des hackers et qui ont ralenti leur productivité liée à ça. Donc c'est des vrais sujets sur lesquels se concentrer. Saskia, est-ce que vous avez des éléments à partager avec nous? Disons que oui, je partage l'avis de Cécile aussi. On avait déjà des risques connus, notamment au niveau de la météo, qu'on essayait déjà de gérer chaque voyageur avec simplement, je dirais, du bon sens. Hein, évidemment, c'est plus difficile d'aller peut-être en hiver à Amsterdam avec une piste givrée et d'autres problèmes de ce type-là. Maintenant, on a le Covid en plus, mais je pense que quand même, il serait temps un peu de peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça, parce qu'effectivement, la vaccination nous a apporté beaucoup de bien. On le voit, on est quand même effectivement dans un climat incertain, mais on voit qu'il y a quand même des progrès qui ont été apportés de ce côté-là. Donc moi, je pense qu'il faudrait essayer de baisser un petit peu la jauge de la peur du Covid et prendre un peu plus de recul par rapport à ça. SBM fait essentiellement des vols internationaux qui sont, oui, quasi essentiels, puisque si on parle de nos crew members, on l'a cité plusieurs fois, ils sont vraiment incontournables. Eh bien, on a mis des choses en place, mais on va continuer de les faire parce que voilà, on ne pourra pas faire autrement. C'est nécessaire à notre activité, c'est même vital. Donc voilà, moi je dirais prendre du recul et essayer de mettre dans la balance ce qui est vraiment un risque incontournable et celui qui est gérable. Donc pour l'instant, on a tâché de le faire, on y a fait face, on continue de le faire, mais voilà, il ne faut pas non plus trop dramatiser les choses, je pense. Le risque gérable. Stéphane, c'est quelque chose que vous voyez également comme une tendance de fond? Ouais, je rejoins assez ce que viennent de dire Saskia et Cécile. C'est vrai qu'on vit une crise, là, c'est une crise sanitaire qu'on vit actuellement, mais qui va passer, ou tout du moins on va passer au travers, ou elle va continuer un peu, mais ça va pas durer. Dans les années 2000, on a eu crise financière. Dans les années 2010, c'était la crise sécuritaire, la crise sanitaire. Par contre, celle qui est là et qui va rester un moment, c'est la crise climatique dont on a parlé et qui, elle, va être pérenne. Aujourd'hui, on sait que l'issue de cette crise-là, c'est pas demain. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir continuer à voyager mieux, c'est certain, réfléchir à ses déplacements. Il n'y a pas de vaccin contre cette crise-là. Stéphanie, tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Oui, complètement. Bah, en fait, ce qu'on observe aussi et ce qu'on peut constater dans toutes les études qui sont publiées et ce qu'on imagine et on se pose des questions sur le fait qu'il puisse y avoir une disparition du tourisme de masse potentiel. Ça, c'est vraiment la question qui se pose par rapport aux prix qui vont être pratiqués par les compagnies aériennes qui risquent d'être assez exponentiels, si jamais on arrive, dans une situation où les vols n'étaient pas pleins, complètement. Et ce qu'on constate aussi, beaucoup, c'est que les voyageurs se tournent de plus en plus vers une offre plus verte et donc décident de voyager en train. Les entreprises nous demandent de positionner des messages très ciblés pour les inciter fortement à privilégier le train quand il est disponible sur des destinations comme Londres, Marseille, ou même Amsterdam, hein. On sait à quel point le CO2 dépensé est extrêmement faible pour relier des villes en Europe et l'offre est de plus en plus vaste, élargie. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on observe. Merci Stéphanie. Eric? Oui, je dirais aux entreprises que le déplacement professionnel, c'est pas que réserver un billet sur Internet, c'est un secteur particulier avec des risques nécessaires. Donc savoir s'entourer de bonnes technologies et des bons partenaires, tant de gestion de risque qu'agence de voyage, capable de vous accompagner 24 heures sur 24 avec des offres vraiment dédiées. Tu penses à quelqu'un en particulier, Eric? Pas du tout. Merci.
Merci pour vos conseils et votre intervention. On a vu que la crise sanitaire, mais aussi les crises climatiques et les menaces sécuritaires ont secoué le monde du voyage d'affaires ces dernières années, continuent à le faire, et on continue à se questionner, tant du point de vue de la société que du point de vue du voyageur lui-même. Alors, ce débat aujourd'hui nous permet de mettre en valeur quelques points essentiels, comme disposer d'outils qui puissent permettre à l'entreprise et aux voyageurs d'avoir de la visibilité sur ses déplacements, d'être entouré par les bons partenaires. Eric en a parlé, d'être entouré d'experts sur le sujet et de pouvoir accompagner les voyageurs aussi bien en amont du voyage, pendant le voyage et après le voyage. La digitalisation du processus apporte des réponses évidentes. Elle ne peut toutefois pas se substituer au contact humain. C'est essentiel à la bonne vie de l'entreprise ou au bien-être des voyageurs. Les voyages professionnels restent essentiels à la vie d'une entreprise. Je crois qu'on l'a évoqué, on l'a bien compris et on est tous d'accord là-dessus. Ils doivent être repensés cependant pour répondre à un contexte en perpétuelle évolution et qui, par définition, est incertain et donc demande une certaine forme d'agilité. Je souhaitais vraiment remercier nos intervenants et invités, Saskia, Cécile, Stéphanie, Stéphane, Eric, pour votre participation à cette webconférence et à la qualité de vos interventions. Et quant à moi, je vous remercie pour votre présence et votre attention. Et je vous dis à très bientôt, en digital ou en présentiel d'ailleurs. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.